Terredefrance.fr, le premier site d'articles français et patriotes, présente Sud Radio, Berkov dans tous ses états. Nous sommes en guerre. Ministerio de las Mujeres y Género y Diversidad, afuera. Ministerio de Obras Públicas, afuera. Go fuck yourself. Nous sommes en... Le boss français, Johnny, 6 ans, jour pour jour, il est parti. Il est toujours là, bien sûr, il sera toujours là. Mais il fallait quand même lui faire un hommage, rendre un hommage à ce rock'n'roller de la Trinité, rappelons-le, du 9e arrondissement de Paris. Johnny Hallyday, plus connu sous le nom de Jean-Philippe Smet, bien sûr. Mais nous allons parler de la guerre. Est-ce qu'elle continue? Est-ce qu'elle s'arrête, cette guerre en Ukraine? Car pour le moment, chasser des feux de la rampe, évidemment, ce qui se passe en Israël et à Gaza, mais c'est quand même le tournant justement, le basculement du monde, il se passe là-bas, surtout. On va en parler avec François Martin et on va vraiment dégager ce qui se passe parce qu'on voit quelque chose. Zelensky va partir, va rester, la guerre, des morts pour rien. Et puis, cette histoire incroyable d'un agriculteur qui a été obligé de payer 100 000 euros d'amende parce que ses vaches troublaient les néo-ruraux. Oui, les parisiano-métropolitano, bobos qui venaient. La campagne, mais oui, mais sans les vaches, sans les coqs, sans tout ça, quand même, la campagne, on la veut absolument aseptisée. C'est comme ça qu'on l'aime, la campagne. Et puis les perles, vous allez voir, magnifique, la campagne des élevés les verts. Alors c'est particules ou partie-tête, on en parle. Et puis on va recevoir l'auteur d'un livre passionnant et capital. Vous le connaissez, on l'a déjà toujours reçu et toujours avec plaisir, c'est Charles Gave, qui vient d'écrire « La vérité vous rendra libre », l'histoire des 40 dernières années, revue et corrigée par Charles Gave. Et je vous assure que c'est tout à fait passionnant. Et d'ailleurs, il explique beaucoup de choses. De tout cela, on parle. À tout de suite. Accrochez vos ceintures. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Terredefrance.fr, le premier site d'articles français et patriotes, présente Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Je n'aime pas la blanquette de veau. Je n'aime pas la blanquette de veau. Sud Radio, Berkov dans tous ses états. Dans tous mes états, moi, beaucoup moins que l'Ukraine, beaucoup moins que le Proche-Orient, beaucoup moins que beaucoup de pays qui se demandent à quelle sauce ils seront mangés. Et notamment, ce qui se passe aujourd'hui, on en parle moins, mais c'est toujours ô combien présent. Ukraine, combien de centaines de milliers de morts pour rien? On en parle tout de suite. Sud Radio, Berkov dans tous ses états. Le fait du jour. Enrico Maciac, donnez-moi, mais c'est fini ça. En tout cas, ce que disent les États-Unis, écoutez bien, les États-Unis sont bientôt à court d'argent pour aider l'Ukraine, alerte la Maison-Blanche. Nous sommes à court d'argent et bientôt à court de temps, écrit la directrice du bureau de la gestion du budget de la Maison-Blanche. Attention, c'est pas un journaliste américain qui dit ça, c'est pas un éditorialiste, c'est la Maison-Blanche elle-même, c'est chez Biden. Shalanda Young, elle a adressé un courrier au patron de la Chambre des représentants, qui est aujourd'hui, comme on sait, à majorité républicaine. Eh ben, voilà. Alors, qu'est-ce qu'on dit? Eh ben, les autres disent, mais enfin, c'est pas possible. Un arrêt du flux d'aide militaire à l'Ukraine par les États-Unis laisserait le président russe Vladimir Poutine remporter la guerre, a déclaré Jake Sullivan, le conseiller de la sécurité nationale de Joe Biden. Alors, où on en est? Eh ben, écoutez, ça sent très mauvais, parce que le maire, Vitaly Klitschko, le maire de Kiev, estime, tout à fait officiellement, il l'a dit à un journal, que Zelensky paye pour les erreurs qu'il a commises. Alors, François Martin, vous avez écrit, et on vous avait reçu pour cela, et on vous reçoit toujours avec plaisir, oui. L'Ukraine et le basculement du monde, qui est paru aux éditions Jean-Cyril Godefroy. C'est ça. Alors, on voit ce qui se passe aujourd'hui. Pardon, ça me fait d'autant plus plaisir qu'on fête nos 600 000 bougies depuis la dernière fois que vous m'aviez reçu, puisque écoutez, on a fait pile 600,00 vues depuis l'époque. Là. 600 000 vues sur aujourd'hui. Oui. Ah bah écoutez, on va fêter ça. Au champagne. Absolument. Très bien. Alors, François Martin,
qu'est-ce qui se passe là? C'est moins festif là, surtout quand on voit. Alors, qu'est-ce qui se passe en fait? Est-ce que deux choses? On voit très bien que on a eu beaucoup de témoignages aussi de soldats ukrainiens qui cherchent à se rendre et qu'on fusille. On a raconté, voilà, la fameuse contre-offensive ukrainienne, absolument fêtée par certaines chaînes d'infos continues qui racontaient, vous vous rappelez, hein, c'était fini, la Russie était... 150 000 morts, hein, ukrainiens. Voilà, et plus, on ne sait pas, enfin bon, on n'a pas les chiffres exacts, mais surtout, on voit que d'un côté, aux États-Unis, les républicains, de moins en moins, effectivement, disent oui, mais enfin, l'Ukraine, on a autre chose à faire. Que la Maison-Blanche dise, écoutez, on est à court d'argent, sinon de munitions. Qu'est-ce qui se passe exactement en France? D'abord, il faut replacer ça, bien le contexte militaire qu'il faut comprendre. Les gens ont l'impression, les gens ont l'impression que ça ne bouge pas, parce que, en fait, géographiquement, ça ne bouge pas. Mais ça ne veut pas dire que politiquement et militairement, ça ne bouge pas. On est dans une situation qui est, je dirais, dynamiquement stable, et pas statiquement que ça. Dynamiquement stable. Ça veut dire que c'est stable tout en parce qu'il y a des forces qui s'affrontent et que géographiquement ça ne bouge pas. Mais en fait, il y a un défensif qui est la Russie, qui aujourd'hui est passé à l'attaque progressivement sur un certain nombre d'endroits. Oui, qui est devenu offensif maintenant. Sur un certain nombre d'endroits, sur un front qui est très large et qui continue, je dirais, sa politique, qui est celle dont on avait discuté à l'époque, qui consiste à grignoter, à manger de l'intérieur, une politique que j'avais appelée de dévitalisation progressive. Exact. Avec le temps, avec une industrie aujourd'hui qui s'est organisée en industrie de guerre de la part de la Russie, donc parfaitement prête, alors que de l'autre côté, ce sont des entreprises privées qui vendent les armes, donc si elles n'ont pas de durabilité de la guerre, elles vont pas investir dans des lignes de production. Il a en plus, vous vous souvenez qu'on avait dit à l'époque qu'il y avait une différence de tir fantastique de l'ordre de 4000 obus par jour du côté ukrainien et 40 000 du côté russe. Ça, c'était les chiffres indiqués par Jacques Beau. Et c'est toujours ça, aujourd'hui. Et je pense que c'est de cet ordre-là, de toute façon. Et donc, la Russie avait un problème, c'est qu'en attendant qu'ils montent en puissance, ils avaient besoin de quelqu'un qui leur livre les munitions. Ils ont trouvé cet accord avec la Corée du Nord. Tu me donnes tes munitions. C'est la Corée du Nord qui donne beaucoup. Essentiellement. Tu me donnes tes munitions et moi, je te donne ton lanceur. Puisqu'on a vu le lanceur partir de la Corée du Nord il y a quelques jours. Donc, le deal est là, en fait. D'accord. Je pense que ils ont accéléré très largement les capacités de la Corée du Nord à se doter de cette partie, je dirais, de leur arme nucléaire. D'accord. Donc aujourd'hui, on est dans cette situation, mais c'est pas parce que ça ne bouge pas que on ne sent pas que les vagues continuent à taper sur le bas de la falaise et on sent que la falaise commence à craquer et on sait qu'elle va tomber. Simplement, les craquements, c'est ce qu'on a dit, c'est Stoltenberg qui a dit que c'était un désastre. Le secrétaire général de l'OTAN. Voilà. Donc on sait que ça va tomber, mais je dirais que en face, Poutine n'a aucune raison de changer son système. D'abord, on attend de savoir si l'hiver va être pareil que l'année dernière, c'est-à-dire pas très froid, ou s'il va être vraiment très froid. S'il va être vraiment froid, ça va faciliter les capacités russes d'attaquer, et ça va désorganiser les lignes ukrainiennes, puisqu'on a vu, ça c'est les soldats qui le disent, qu'aujourd'hui, leurs armes sont volées par leurs supérieurs, leurs rations sont volées, donc les types disent, ils se rendent parce qu'on n'a rien pour se battre, et on n'a même pas de quoi manger, parce que nos rations sont revendues par nos supérieurs. Voilà ce qu'ils disent. La corruption continue de plus belle. Encore plus. Donc, ça va, je pense, désorganiser plus les Ukrainiens que les Russes. Donc, les Russes auront une fenêtre de tir. Est-ce qu'ils vont s'en servir ou non? J'en sais rien. Ça va dépendre. Mais est-ce qu'on peut dire aujourd'hui, enfin en tout cas, que la situation a changé, en tout cas que le vent ne souffle plus s'il soufflait à un moment donné du côté de l'Ukraine, ou rappelez-vous ce qu'on disait il y a encore quelques mois, hein, bien sûr, la fameuse contre-offensive ukrainienne qui allait tout balayer et tout changer. Aujourd'hui, donc, on est dans une situation où effectivement, vous dites c'est statique sur le front, ça on a bien compris. Statique, en fait, Apparemment statique, non, on y a rien compris, mais allons plus loin. Et comment analysez-vous, François Martin, d'abord que l'Amérique de la Maison-Blanche dise, écoutez, on est à court d'argent,
quand même, c'est Biden, enfin le gouvernement de Biden qui dit ça. D'un autre côté, le maire de Kiev qui dit ouais, mais Zelensky devra payer pour ses erreurs d'une manière ou d'une autre. Je dirais pas que c'est d'un autre côté. Je dirais que c'est la suite logique. C'est-à-dire que moi, je pense que en fait les Américains savaient depuis longtemps qu'ils pouvaient pas gagner, mais moi je pense que la composante de la corruption même aux États-Unis est très forte. C'est-à-dire le système néoconservateur a besoin de la guerre parce que c'est comme ça que s'enrichissent les livraisons d'armes, le etc. complexe militaro-industriel dont parlait Eisenhower. Donc même si on va dans le mur, on continue à pousser la voiture encore avec le moteur pour savoir si on peut pas pousser le mur de 50 cm, parce que chaque fois qu'on gagne un peu de temps, on gagne beaucoup d'argent. Donc il y avait déjà cette composante. Donc je suis persuadé que dans l'idée américaine, moi j'ai pensé que les Russes allaient gagner depuis le premier jour, alors que je suis pas militaire, parce que la différence de taille entre les deux pays, la différence de personnes. Aujourd'hui, les Russes sont à 700 000 soldats et ils ont levé une armée d'1 million d'hommes, plus d'1 million d'hommes. Donc la différence de tir, le système de protection anti-aérien des Russes, qui était le premier du monde, enfin, tout ce qu'on avait dit la dernière fois, on s'est jamais posé la question de quelles étaient les forces de nos adversaires. Alors, on pouvait pas gagner, déjà. Et aujourd'hui, on voit le résultat. Je pense que les vrais analystes aux États-Unis et ailleurs sont assez lucides, et qu'on a simplement poussé le bouchon jusqu'au bout. Oui, mais alors quid François Martin, d'accord, mais quid de l'Europe qui a dit voilà, embargo, ne parlons même pas, on en a parlé tout fois de l'admirable Bruno Le Maire, nous allions mettre à genoux l'économie russe, etc., etc. Mais l'Europe se retrouve, est-ce que elle se retrouve fort dépourvue quand cette nouvelle bise va venir Alors, je pense qu'il y a deux choses, moi. Je pense que ils ont profité pour faire une bonne opération économique aussi, en livrant souvent leurs vieux nanars, en se disant qu'ils allaient se faire rempoter à bon droit. C'était les vieux nanars militaires, quoi, qui étaient là, ouais. Le type même, c'est la Roumanie vient de livrer des véhicules à roues, là, des véhicules motorisés, qui ont 60 ou 70 ans. Donc on dit, regardez, ils livrent des armes, mais on livre vraiment les dernières. Et quand on livre les F-16, je pensais bien qu'ils seraient jamais livrés. Américain, quoi. Voilà, c'est ça. C'est ce qu'a fait l'Allemagne. On a livré très peu de matériel. Les seuls imbéciles qui ont livré du matériel, je dirais, ultramoderne, c'est nous, quelque part. Et aujourd'hui, on n'en a plus. Donc, on n'en a plus même pour nous, enfin pour la France, pratiquement. Oui. Et puis, donc ça, c'est une des choses. Et l'autre chose, je pense, c'est qu'on a été des prisonniers. C'est ça un des grands problèmes, à mon avis, de l'idéologie, c'est que on est prisonnier de son idéologie. Quand on dit mon adversaire est intelligent, mon adversaire est respectable, mon adversaire est fort, voilà ses forces, voilà les miennes, j'essaye de le battre, on peut évoluer. Mais quand on dit c'est un salaud, c'est un salaud, et de toute façon il va perdre parce que c'est un salaud, c'est très difficile de sortir d'une rhétorique ultra militante et doctrinale, je dirais. Et on est enfermé là-dedans. Et je pense que ça a été le problème de l'Europe. Le troisième problème de l'Europe, c'est qu'on a découvert ce que certains savaient déjà, c'est que l'Europe est totalement vassalisée par les États-Unis, y compris la France, et que personne n'ose faire une politique qui risquerait de déplaire à Washington en quoi que ce soit, alors que c'était le rôle de l'Europe, et en particulier celui de la France, à un moment donné, d'adopter une posture gaullienne en disant stop. Comme Pierre de Gaulle l'a fait par exemple, ou d'autres. Je pense que là il y avait une porte de sortie pour nous qui aurait été même extrêmement appréciée du monde entier, pas seulement des Russes. Encore faut-il rappelons les immortelles paroles de Charles de Gaulle parlant d'Albert Lebrun, encore eût-il fallu qu'il y ait un chef et qu'il y ait un État. Voilà, c'est ça, tout à fait. Oui, tout à fait. Donc, je dirais qu'on s'est fait enfermer, on est resté enfermé là-dedans, et donc, les Américains, eux, vont changer de braquet quand ça va les arranger, sans aucun problème. Comme ils l'ont fait à l'Afghanistan, il n'y a pas longtemps. Comme ils ont fait, et nous, on a été à la traîne dans le conflit, et on va être à la traîne dans la sortie de conflit, qu'on a décidé d'être d'abord des alliés, ensuite des sujets, et maintenant on est des proies.
Donc voilà. Et l'Allemagne doit commencer à comprendre qu'elle est une proie déjà, parce qu'elle est en récession, toute son industrie est en train d'être partir en morceaux pour partir aux États-Unis. Donc je pense que maintenant on sait quel est notre sort, mais c'est pas pour autant que on réagit même en parole en disant même pas en parole, oui, voilà. même pas. Non mais c'est donc voilà comment j'analyse moi le fait que l'Europe n'ait pas réagi. Voilà. Eh bien, François Martin, c'est très clair. On va se retrouver la semaine prochaine pour parler énergie et électricité. Oui. Merci. En tout cas, ça donne vraiment. J'ai juste un petit mot à rajouter si on veut un peu lever le nez du guidon très vite. C'est que pour moi, il faut vraiment analyser cette guerre-là, tout comme la guerre de Gaza d'ailleurs, tout comme les Africains, comme un processus décolonial. On est vraiment dans un processus décolonial. Et ça a trompé les choses dans le cas de la guerre d'Ukraine parce qu'on a l'impression que c'est une guerre du fort au fort et même du fort au faible si on a les Russes. Alors qu'en réalité, si on se place dans le cas d'un conflit américain contre les Russes, ce sont les Russes qui se sont positionnés comme le faible en face du fort en disant nous n'acceptons pas l'hégémonie américaine. Et ça explique, je dis ça parce que ça explique la suite du basculement du monde et ça anticipe et ça accélère le basculement du monde dont on parlera. Dont on a déjà longuement parlé, dont on parlera encore. Voilà, merci. Merci François Martin d'avoir été avec nous. On rappelle votre livre L'Ukraine et le basculement du monde, c'est aux éditions Jean-Cyril Godefroy. On va se retrouver dans un instant sur Sud Radio. On va vous raconter une histoire à laquelle on croirait marcher sur la tête, celle d'un agriculteur qui a été obligé de payer plus de 100 000 € de dommages et intérêts. Vous allez voir pourquoi. À tout de suite sur Sud Radio. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Appelez maintenant pour réagir 0826 300 300. Terredefrance.fr, le premier site d'articles français et patriotes, présente. Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Les carottes sont cuites. Les carottes sont cuites. Sud Radio Berkov dans tous ses états. 1 000 €, 106 000 €. C'est la somme qu'a été condamné à payer un agriculteur. Et vous allez savoir pourquoi. 106 000 €. Pourquoi il a été condamné par la justice à payer ceci. Écoutez, c'est hallucinant. Sud Radio André Berkov. Berkov dans tous ses états, ça balance pas mal sur Sud Radio. Et oui, ça c'est très beau, hein. Une jolie fleur dans une peau de vache, une jolie vache déguisée en fleur. Mais quand on retombe dans la réalité, pas dans la merveilleuse poésie de Georges Brassens, ça se passe pas comme ça. Bonjour Vincent Verschuer. Bonjour. Alors vous êtes éleveur de vaches laitières et vous avez été condamné à payer 106 000 € de dommages et intérêts à 6 de vos voisins gênés par l'odeur, le bruit et le meuglement de vos bêtes. Écoutez, quand on m'a parlé de cette histoire, je dis c'est pas possible, qu'est-ce que ça veut dire? Racontez-nous comment ça s'est passé, comment ça a commencé, qu'est-ce qui s'est passé exactement? Il s'est passé que je me suis installé, j'ai repris l'exploitation familiale en 2009. Oui. Donc je suis la 4e génération sur l'exploitation et suite aux mises aux normes imposées par l'Europe, on a dû reconstruire un bâtiment pour accueillir nos 80 vaches laitières. D'accord. Et donc on a choisi forcément de construire sur le seul terrain où on était propriétaire. On a demandé un permis de construire qui nous a été accordé, une autorisation installation classée pour mettre des animaux en dessous qui nous a également été accordée. Mmh. Et une fois le bâtiment construit, donc Riverains ont attaqué la mairie d'abord en premier lieu pour demander l'annulation du permis de construire. Et après 4 ans de procédure au tribunal, ils ont réussi à obtenir l'annulation des permis de construire. De là, ces 6 riverains se sont retournés contre nous pour demander la démolition du bâtiment ainsi que des dommages et intérêts. Ah ouais. Et alors, attendez, quel prétexte ont-ils dit, les raisons exactement pourquoi il fallait démolir le bâtiment et pourquoi? Enfin, c'était quoi leur raison? Quand ils ont commencé à attaquer, il n'y avait pas encore d'animaux en dessous du bâtiment, donc ça pouvait pas ni être un trouble d'odeur ni de bruit. Oui. Je pense que c'était principalement le fait de voir le bâtiment qui les gênait. Et ensuite, devant la procédure, il fallait forcément des arguments. Donc ça a été meuglement des vaches, bruit d'engins motorisés,
odeur de fumier et mouches. Ah, et les mouches, oui, bien sûr. Et c'était quoi ce sont des personnes qui habitent là depuis longtemps. C'était des résidences secondaires. C'était qui sont ces gens Versant-Verschoer? Alors, ce sont des résidences principales, des gens qui n'étaient pas forcément tous là depuis longtemps. Certains oui, certains non. Et sur ces 6 riverains, 3 ont déjà revendu leur maison et déménagé pour des raisons qui leur appartiennent. Voilà, la vie a fait que. Les nouveaux arrivants n'ont pas eu le moindre souci, on n'a jamais entendu parler d'eux. Ouais. Donc, ce qui mène à une petite incohérence. Si le trouble était aussi fort que ça, aussi fort que ça, les nouveaux arrivants se seraient manifestés en disant c'est pas possible. Ouais. Et dites-moi, alors justement, et vous devez être d'autant plus amer que la loi sur les troubles anormaux du voisinage qui a été votée, qui a été proposée par la députée Nicole Lepay, a été adoptée. Et donc cette loi protège les habitants des villes et des campagnes contre des actions en justice des néo-ruraux ou des néo-urbains. Parce que on a vu, effectivement, on en a parlé ici dans l'émission, de gens, vous savez, qui venaient à la campagne, étaient contents, et qui étaient troublés par le chant du coq, et qui disaient, c'est pas possible, à 6h du matin, à 5h du matin, on est réveillé par les chants du coq. Mais ils viennent pourquoi à la campagne? Il y a quelque chose d'assez, je dirais, incohérent dans cette histoire. Oui, mais j'ai aussi envie de vous dire qu'aujourd'hui, on a un lien qui se perd, c'est que vous preniez il y a 30, 40 ans, chacun avait plus ou moins un membre de sa famille, plus ou moins éloigné ou proche, mais qui touchait à l'agriculture. Ouais. Et du coup, vous n'aviez pas le même rapport, puisque vous connaissiez un petit peu plus le monde, même si vous travaillez pas forcément dans le milieu agricole. Quand vous avez un oncle, un frère, une sœur qui est dans ce milieu, vous savez un peu plus comment ça se passe. Aujourd'hui, on s'éloigne de plus en plus de tout ça, puisque le nombre d'agriculteurs s'est réduit à peau de chagrin au fur et à mesure des années. Et on a beau être des travailleurs à ciel ouvert, voilà, quand les animaux sont dans nos fermes, les gens ne s'imaginent pas qu'est-ce qu'un élevage, comment ça fonctionne. Tout ce lien, il se perd. Ouais, vous voulez dire oui, c'est ça, il y a une ignorance qui entraîne d'ailleurs cette espèce d'hostilité sourde et franchement, à mon avis, absurde. Enfin bon, c'est ça, vous voulez dire, il y a une coupure, le monde agricole devient, non seulement se réduit en peau de chagrin, comme vous l'avez dit, mais devient étranger, entre guillemets, presque, c'est ça. Bien sûr, aujourd'hui, vous savez, vous allez chercher, que ce soit une brique de lait ou un morceau de viande dans une barquette, vous allez dans une grande surface, vous êtes loin de vous imaginer que ça provient d'une exploitation agricole qui est peut-être à côté de chez vous. Ouais. Et il y a un moment où on a tout, heureusement, j'ai envie de dire, mais on a tout à profusion en France, on ne manque de rien, on va dans une grande surface, on repart avec notre caddie plein, donc on se pose pas trop la question de comment c'est produit, de où ça vient, et bien sûr que une fois chez vous, il y a beaucoup de monde qui s'interroge comment c'est produit, et oui. On essaie ils sont pas tombés du ciel, hein, directement dans le supermarché, hein. Ils sont pas tombés d'une planète, quoi. Mais on perd ce rapport, puisque c'est fini le temps où les gens venaient chercher leur lait à la ferme, etc. On n'est plus du tout dans cette vision-là. Et dites-moi, vous êtes comment enfin 100 000 euros, c'est quand même, ça paraît quand même totalement excessif. Comment vous êtes débrouillé, Versant-Verschoer? Aujourd'hui, on a souscrit 70 000 euros de prêts bancaires personnels pour financer, et on a eu 40 000 euros qui nous ont été prêtés par la région Hauts-de-France. D'accord, oui, prêtés, hein, pas... Oui, tout à fait, prêtés. À un taux préférentiel, mais prêtés, qu'il faudra rembourser dans tous les cas de figure. Aujourd'hui, il y a une procédure en cassation qui est en cours et on attend le résultat ces prochains jours, normalement d'ici jeudi. Oui.
Et ah oui, vous êtes en procédure de cassation. Vous avez eu l'appel, c'est ça, et le jugement en appel. Et là, vous êtes en cassation. Juste une chose, si, enfin, je l'espère vraiment pour vous, et pas seulement, la cassation est en votre faveur. Est-ce que vous pourrez, enfin, le hangar, enfin, le bâtiment a été détruit ou il est toujours là aujourd'hui? Non, le bâtiment est toujours présent. Aujourd'hui, il fonctionne normalement. Si la procédure en cassation n'aboutit pas, le tribunal de grande instance de Beauvais va rouvrir la deuxième partie, justement, où il viendra juger si des aménagements sont possibles du bâtiment ou non. S'il prononce la démolition, si il prescrit des aménagements, ou bien encore si il change la destination du bâtiment, c'est-à-dire ne plus accueillir d'élevage, mais pour une expatriation d'élevage, ça serait un non-sens. Ben oui. Et franchement, vous, ça ne vous décourage pas, Vincent Verschuer? Vous tirez quoi la morale enfin, si morale on peut parler de cette histoire? Je sais pas si j'en tire vraiment une morale ou une inquiétude, puisqu'aujourd'hui, on voit bien que l'élevage français, il est quand même en déclin. Le cheptel français diminue chaque année. Oui. Il y a encore 10 ans, il était compensé par des augmentations de cheptel, mais aujourd'hui, c'est plus le cas. C'est que l'élevage diminue. Aujourd'hui, comment on peut motiver des jeunes à s'installer? Je m'estime encore jeune, j'ai 35 ans, j'ai démarré relativement tôt. À l'âge de 20 ans, je me suis installé. Plein de bonne volonté, même ce bâtiment. On a essayé, on savait qu'on était proche d'habitation. On n'avait malheureusement pas d'autres terrains plus éloignés. On a du coup mis toutes les mesures à ce moment-là avant de construire pour limiter justement au maximum nos nuisances. On avait équipé la fenêtre d'un système anti-bruit qui réduit de 80% environ les émissions de bruit. On avait choisi d'intégrer le bâtiment tout en bardage bois pour que ce soit plus esthétique, que ça s'intègre mieux dans le paysage. Les animaux sont sur de la paille, il n'y a pas de système de lisier, de raclage, etc. puisque c'était le système qui émettait le moins d'odeur. Donc on a justement essayé de faire le maximum au départ, et quand on voit que c'est pas suffisant, on s'interroge sur l'avenir, comment on peut motiver des jeunes à continuer à s'installer en élevage. Ben oui, alors que la France était par essence un pays agricole et que ça devrait quand même, en tout cas, sinon majoritairement, mais le rester. C'est-à-dire que quand on voit qu'on importe 50% de notre alimentation de très loin, quelquefois et d'outre-Atlantique, ça pose quand même un certain nombre de problèmes. Vincent Verschuer. Et vous avez eu de la solidarité des je ne sais pas, des syndicats, ou pas? Enfin, vous êtes retrouvé tout seul ou vous avez eu quand même des appuis? Non, on est relativement soutenu. La FNSEA est à nos côtés et c'est une décision qui est très attendue, pas uniquement pour notre dossier, mais pour le monde agricole, puisque ce sera une décision de jurisprudence qui donnera un petit peu un cap sur l'avenir. Écoutez, renseignez-nous, on continuera à suivre, mais très bon courage, Vincent Verschuer, parce que tout ça me paraît tout à fait hallucinant par rapport au paysage français en général, déjà, et pour vous aussi. Merci. Merci beaucoup, Vincent Verschuer. Et on rappelle que la proposition de loi de la députée du Morbihan a été adoptée hier à l'Assemblée. Elle passe désormais au Sénat. C'est l'heure pour nous de vous faire gagner des cadeaux. Et oui, puisque le grand sapin de Noël Sud Radio, c'est maintenant, c'est le moment pour vous d'ouvrir votre cadeau de Noël en direct sur Sud Radio. On a plein de cadeaux à vous faire gagner. On a des coffrets célèbres de couteaux de table des ateliers français Perceval. On a des bons cadeaux d'une valeur de 75 € chez cadeau.com. On a des cadeaux chez Interflora. Encore de nombreux cadeaux. Appelez-nous 0826 300 300 0826 300 300. Tiens, André, donnez-moi un numéro entre 1 et 25. Allez, 8. Allez, on prendra le 8e appel et vous aurez gagné votre cadeau spécial Noël sur Sud Radio. À tout de suite. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Terredefrance.fr, le premier site d'articles français et patriotes, présente. Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Je n'aime pas la blanquette de veau. Je n'aime pas la blanquette de veau. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Et la question angoissante, écologie ou écologie? À tout de suite. Sud Radio Berkov dans tous ses états.
Les perles du jour. Qui n'a pas dansé, qui ne s'est pas déhanché avec cette chanson Shake Your Booty, Shake Your Booty. Alors le Shake Your Booty de Soul Train, effectivement, eh bien écoutez, ça a inspiré qui? Eh bien, Europe Écologie Les Verts. Et oui, ils ont lancé officiellement samedi leur campagne européenne ce week-end. Alors tout le monde était là, les stars, les cadres, les Sandrine Rousseau, les Marine Tondelier, tout le monde était là. Et vous allez voir, l'ambiance était hot, l'ambiance était hallucinante, l'ambiance était forte, on sent que c'est parti. Écoutez. Bonsoir, c'était la bouti-thérapie. Des applaudissements s'il vous plaît. Bon, je pense que vous avez dû voir, ça se danse, c'est toutes les danses autour du bassin. Et des fesses. Et des fesses, merci. Pour revendiquer notre droit de shaker, de danser, d'exister dans l'espace public, de se réapproprier l'espace public avec tous nos corps différents, nos corps de femmes et autres. Et tout le féminin que chacun a en soi, le féminin sacré que chacun et chacune a en soi, on le fait exister partout. Je vois tout le monde d'ici. Vous êtes prêts? 3, 2, 1, main droite. 1, 2, 3, 4, 9, 10. On continue. Ok, on change de main. Main gauche. Hey, allez. Ok, jambe droite. On secoue. Ok, jambe gauche. On secoue. Et c'est parti les fesses. Allez. Alors là, je vais vous dire, si les écolos ne remportent pas les élections européennes haut la main, je ne sais plus. Là, j'abandonne mon tablier non, d'éditorialiste, c'est pas possible. C'est mais fabuleux. Le bassin, les fesses, la jambe droite, la jambe gauche, le bassin, votre corps de femme, oui, le corps sacré. Mais c'est génial. D'ailleurs, tous dans le studio, on est en train de bouger, tous. Il y a Manu qui en peut plus, il est en train de s'agiter. Thibaut Sadler est déjà sur sa table et sur sa console. Quant à Esteban, je ne sais pas où il est, mais enfin, voilà, il est parti. Donc, c'est formidable. Vraiment, c'est formidable parce qu'ils ont tout compris. Voyez, avant on vous parlait de ces écolos qui collaient leurs mains, leur corps, leurs fessiers sur la route, les autres qui aspergeaient les galeries, qui aspergeaient les monuments ou les œuvres d'art. Mais non, là c'est formidable. Quand j'ai vu, je vous assure, il faut regarder sur les réseaux sociaux, Sandrine Rousseau monter sur scène sur Run the World de Beyoncé, c'était énorme. Voilà, c'est bien. Là, je sens que c'est bien parti et j'espère que LR va faire la même chose avec Blue Suede Shoes et j'espère que Renaissance avec Elvis et puis les autres, c'est formidable, c'est très très bien. Alors, je vais vous dire, parce que on a parlé, et Marine Tondelier a expliqué, c'est un concept, dit l'élu de Hénin Beaumont, voilà, ça s'adresse à tout. Ça s'adresse, les femmes, les hommes, mais également à toutes les fesses. Oui, parce que les fesses votent. Donc, les petites, moyennes, grosses, plates, bombées. Voilà, les fesses, ce sont des électrices. Leur message était politique et positif. Ça nous a fait un bien fou. Eh bien, continuez comme ça. Attention, on va re-shake your booty. Si on peut re-shaker notre booty, mais si on ne peut pas, dites-vous bien, auditeur Sud Radio, quand vous verrez un écolo et quand vous irez voter. Voilà. Avec les fesses, avec les seins, avec le corps, sacré féminin. Et vive Sandrine Rousseau, The Rock Girl. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Et nous sommes toujours dans l'écologie, absolument, mais nous sommes ailleurs à Dubaï, la COP28, vous savez, avec tous les centaines de chefs d'État, d'experts, d'écolos et tout ça qui sont réunis à Dubaï, où il y a des pistes de ski artificielles, et ils sont tous venus dans leur jet privé. Oui, mais enfin ça, ce sont des jets privés écolos, qui ne polluent pas, alors arrêtez de faire la mauvaise langue, voilà. Donc c'est l'initiative She Changes Climate, voilà. Et puis il y a eu un petit moment un peu, pas d'égarement,
une espèce de coup de pistolet dans le concert, une espèce de... Eh bien, c'est le président du sommet, Sultan Al-Jaber, des Émirats, là, le président émirati de la COP28. Eh bien, il a mis en doute. Vous savez ce qu'il a dit ? Je vais vous dire ce qu'il a dit exactement. Il a dit, montrez-moi la feuille de route d'une sortie des énergies fossiles qui soit compatible avec le développement. Écoutez. Please, help me, show me a roadmap for a phase out of fossil fuel that will allow for sustainable socio-economic development. Unless you want to take the world back into caves. No. Show me. Fabuleux, quand même fabuleux. Il dit, mais montrez-moi la feuille de route, montrez-moi le plan, que si on éliminait toutes les énergies fossiles, on pourrait faire développement durable, à moins que vous vouliez retourner à l'époque des cavernes, dites-moi, c'est quoi la feuille de route ? Et il a ajouté, je ne souffrirai en aucun cas à des discussions alarmistes. Aucune étude scientifique, aucun scénario, dit Sultan Al-Jaber, ne dit que la sortie des énergies fossiles nous permettra d'atteindre 1,5 degrés centigrades. 1,51 est mon étoile du Nord. Et une réduction et une sortie des énergies fossiles sont selon moi inévitables, c'est essentiel. Enfin, il faut être sérieux et pragmatique. Pas tout de suite. Voilà. Bon, il faut savoir que Sultan Al-Jaber, il est directeur de la compagnie pétrolière nationale des Émirats Arabes Unis. Ça le fait un peu réfléchir, si on veut enlever tout ça. Alors voilà. D'un côté, c'est merveilleux, on se réunit, change the climate, change the planet, etc. Et puis quelqu'un leur dit, attendez, on peut se rappeler un peu les réalités, là, tout de suite, on a encore besoin des énergies fossiles, et puis nous, on vit dessus. Alors pour le moment, s'il vous plaît, alors il a rétropédalé ensuite, un peu, Sultan Al-Jaber, bien sûr, mais c'est pas magnifique, ça, vous voyez. En fait, Sultan Al-Jaber aurait dû mettre « Shake your booty ». Je pense que 93 chefs d'État en train de remuer des fesses, là, ça aurait été absolument formidable. Voilà, Dubaï, shake your Dubaï. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Ouais, prendre des gens pour des cons. Peut se poser la question, écoutez, l'autre fois, c'était sur Europe 1, et nous citons nos confrères sans aucun problème. Eh bien, c'était l'émission de Pascal Praud, et puis un auditeur a appelé, justement, pour intervenir. C'était l'émission roulée sur Jean-Luc Mélenchon. Écoutez. Moi, je vais vous dire, on va commencer les choses clairement. Moi, je soutiens Routel Krief, je suis musulman, français, et ce pays, comme pour elle, est le mien. Donc, M. Mélenchon et sa bande, je dis bien sa bande, qui soutient les islamo-nazis de Gaza et d'ailleurs, notamment ceux qui se sont réfugiés récemment en France, qui sont des gens du Hamas, qui sont ici, planqués ici, comme à la bonne époque, du temps du GIA et du FIS, que la France a accueilli en fermant les yeux. Aujourd'hui, on paye la note. Et monsieur Mélenchon, s'il croit que moi, musulman français, il va me représenter, et ma famille et mes amis, il se met le doigt dans l'œil pour ne pas dire autre chose. Et je ne souhaite pas être vulgaire. Et je vais lui parler français clairement. Monsieur Mélenchon, vous allez arrêter, parce que si vous pensez que vous allez être élu président de la République avec une stratégie pareille, vous vous trompez lourdement. Pour ne pas dire plus. Et si vous et Madame Panot, vous avez décidé d'organiser votre protection parce que l'État ne vous protège pas, faites-le vite. Faites-le vite. Parce que moi et d'autres, on en a ras-le-bol de vos diatribes et de votre bêtise infâme. 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 Voilà, c'est toujours intéressant, de voir Aziz, effectivement, qui dit à Jean-Luc Mélenchon ce qu'il pense par rapport à la chosification d'un électorat, par rapport aux appels que je ne qualifierai pas ici, moi aussi, de peur d'être vulgaire, pour que cet électorat vote pour lui. Il n'y a pas les musulmans, il n'y a pas les juifs, il n'y a pas les arabes, les ceci, il y a il n'y a pas de les LES, il y a DES. Arrêtez de mettre tout le monde dans le même sac. Et Aziz, avec Aziz, le réel a frappé au micro et ce n'est pas une mauvaise chose. C'est le moment pour nous de vous dévoiler le grand sapin de Noël Sud Radio, c'est maintenant. Et on accueille Jean-Christophe, qui est notre gagnant du jour. Bonjour Jean-Christophe. Salut Jean-Christophe, ça va ? Bonjour André. Bonjour Jean-Christophe, vous nous appelez de Paris, ça va, vous préparez les fêtes ?
Bah écoutez, moi je suis RSA, donc vous allez faire un heureux. Hein. Ah bah oui, parce que vous allez avoir un nouveau cadeau sous le sapin, puisque Jean-Christophe, vous gagnez un séjour d'une semaine pour 4 personnes dans l'une des résidences Odalis Vacances en France. Des hôtels tout confort, à la montagne, à la mer, à la campagne, en pleine nature, où vous voulez. Des appartements très grands et très spacieux. Félicitations Jean-Christophe. Mais c'est un très beau cadeau, je vous remercie. Vous allez partir en vacances avec qui ? Ah, alors là, j'ai pas encore l'idée, on va réfléchir. On va le laisser réfléchir, Jean-Christophe. En tout cas, on est vraiment, vraiment très heureux de vous offrir cela et de prendre un peu d'air. C'est toujours très, très, très bon de prendre l'air. Hein. Ah oui, surtout à Paris, merci. Je peux avoir une pensée, André, en ces temps de fête. Bah, je voudrais avoir une pensée déjà pour Michel Rivasi, dont on a peu parlé. Oui, oui. Aussi, nous, on a beaucoup reçu, vous savez. Bah évidemment, je vous ai beaucoup écouté avec elle. Une pensée aussi pour Thomas, qui aurait eu 17 ans demain, faut pas l'oublier. Oui, exact. Et puis une dernière pensée pour ceux qui ont défilé à Romans-sur-Isère et qui passeront leur Noël en prison. Ouais. Eh bien, écoutez, Voilà. c'est bien. Et en tout cas, vous devez avoir des pensées, c'est toujours bon. Et les exprimer, c'est encore mieux. Merci Jean-Christophe. Et bon voyage. On rappelle que le grand sapin de Noël Sud Radio continue jusqu'au 25 décembre. Restez connectés sur Sud Radio toute la journée et doublez vos chances de gagner en vous connectant sur les réseaux sociaux de Sud Radio et sur sudradio.fr. À tout de suite. Sud Radio Berkov dans tous ses états, midi 14h. André Berkov. Avec terredefrance.fr, le premier site d'articles français et patriotes. Terredefrance.fr, le premier site d'articles français et patriotes, présente Sud Radio Berkov dans tous ses états. Le face-à-face. 13h06 sur Sud Radio, l'heure pour nous de vous présenter ce face-à-face du jour. Aujourd'hui, André Berkov, vous recevez Charles Gave, président de l'Institut des Libertés, économiste et surtout auteur de ce nouveau livre, La vérité vous rendra libre, l'histoire des 40 dernières années, revue et corrigée par Charles Gave. C'est aux éditions Idées en Liberté. Bonjour Charles Gave. Bonjour. Alors je vais vous dire, auditeur de Sud Radio, résident de Sud Radio, je ne vais pas vous présenter Charles Gave. Nous l'avons déjà reçu plusieurs fois, depuis déjà quelques années. Mais ce livre, je le dis vraiment, ce livre est formidable. Et ce livre est nécessaire pour plusieurs raisons. Nous aborderons d'ailleurs dans la discussion avec Charles Gave. Mais surtout parce qu'il nous donne un tableau complet de ce qui s'est passé ces dernières années, et puis il va à l'essentiel, c'est-à-dire qu'il fait un va-et-vient entre les circonstances et l'essentiel. Et l'essentiel, c'est effectivement, qu'est-ce que c'est qu'être un homme, qu'est-ce que c'est que la liberté. Il remonte au Christ, il remonte aux Grecs, etc. Mais c'est vrai qu'il ne faut pas oublier. Et je dirais, Charles Gave, que votre titre, c'est La vérité vous rendra libre, mais il faut se dire aussi que la liberté vous rendra vrai. Ben oui, la vérité vous rendra vrai, mais la vérité vous rendra libre, c'est une phrase de Saint Jean, et c'est une de l'évangile de Saint Jean, enfin, une parole du Christ de l'évangile de Saint Jean. Mais ce que je trouve de très profond là-dedans, c'est que qu'est-ce que le mensonge, qui est le contraire de la vérité, et qui est le prince du mensonge? Ben, le prince du mensonge, c'est le diable. Donc, une société qui vit dans le mensonge ne peut pas ne pas mal tourner, en quelque sorte. Et pourtant, nous vivons un peu dans l'empire du mensonge, vous en parlez, dans cette espèce d'empire du mensonge. Mais c'est pour ça qu'il faut retourner, dire dans tout ce que disent ces gens, ce qui n'est pas vrai. Et c'est un livre de combat, vous avez fait, c'est-à-dire vous avez écrit, je rappelle que vous présidez l'Institut des Libertés, où vous vous interviewez avec beaucoup de personnes, et puis vous écrivez vous-même vos propres chroniques. Et c'est intéressant parce que vous avez une méthode, c'est-à-dire que dans ce livre, il y a plusieurs chroniques que vous avez sélectionnées, effectivement, et on va en parler longuement. Et puis vous mettez les commentaires d'aujourd'hui sur des chroniques qui ont paru 3 ou 4 ans, ou 2 ans, etc. Et moi, je voudrais commencer quand même par quelque chose intéressant, parce que vous parlez à un moment donné des 3 narratifs. Je parle de narratif, la crise, bien sûr, le Covid. Et la guerre, les guerres aujourd'hui, mais enfin la guerre Russie-Ukraine et autres. Et puis vous dites, tout ça est lié. C'est la même crise. C'est la même crise. Alors, en quoi c'est la même crise, Charles Gave ? Parce que, à chaque fois, il n'y a pas de débat sur les causes de la crise. On confie la résolution de la crise littéralement à ceux qui les ont créés. Et qui ne permettent... Les gens qui ont fait le problème, on leur demande la solution. La solution, ça marche jamais, ça. Mais en plus, si vous voulez, quand vous essayez de discuter des solutions qu'on pourrait apporter à toutes les crises, vous êtes annihilé. On vous permet pas de parler. Et si vous réussissez quand même à passer, on vous fait immédiatement transiter vers la case extrême droite. On peut pas l'écouter. Donc,
il y a ma thèse, c'est qu'il y a une espèce de classe qui a pris le pouvoir. On ne comprend pas très bien. Enfin, c'est une espèce de classe, appelons-les les mondialistes. Et cette classe, lorsque la réalité se heurte à ses préjugés, en quelque sorte, va immédiatement vers la solution, mais ne vous permet pas au peuple ni de la discuter, ni de voter, ni de les sortir. Ils éliminent la réalité, en fait. Ils éliminent la réalité. Ils éliminent la réalité, et quand la réalité les rattrape, si vous dites ça marche pas votre truc, à ce moment-là, vous passez plus jamais la radio, la télévision, ni un livre n'est publié, ou si vous êtes dans l'enseignement, vous êtes viré, etc. Donc, ils pratiquent ils ont une espèce de méthode de gouvernement il y a ceux qui font partie de la classe, qui peuvent parler des problèmes, mais entre eux, sans que ça descende vers le peuple. C'est-à-dire que c'est un régime qui est complètement autiste. Ouais. Ils parlent entre eux, mais c'est l'entre-soi complet. C'est l'entre-soi complet, et ils arrivent à la même conclusion, puisqu'ils sont à la même formation. Et donc, quand vous essayez de leur dire ça marche pas votre truc, moi c'est ce qui m'est arrivé au moment de l'euro. J'ai dit l'euro ça peut pas marcher, c'est une saloperie. J'ai expliqué pourquoi en long, en large, en travers. Au moment où on a lancé l'euro, vous voulez dire? On a lancé l'euro. Dès 2001-2002, j'ai sorti un livre qui s'appelait Des lions menés par des ânes, où j'ai expliqué que l'euro, ça allait amener un désastre économique, que ça ferait trop de maisons en Espagne, trop de fonctionnaires en France et trop d'usines en Allemagne. C'était à peu près ce qui s'est passé, quoi. Et j'ai été blackboulé, c'est-à-dire que... Ouais. Par exemple, j'ai été publié chez Lafon parce que c'était un très bon livre, j'ai tiré à 30 000 exemplaires, c'était bien. Et d'après ce que j'ai compris, les gens au pouvoir ont fait comprendre à mon éditeur qu'il fallait plus jamais prendre un livre de moi, quoi. Ouais. Donc, si vous voulez, c'est une censure. On empêche les gens qui ne sont pas d'accord avec la thèse officielle. C'est un peu comme autrefois, si vous voulez, l'Union soviétique, où les seuls qui pouvaient s'exprimer, c'est ceux qui écrivaient sur des bouts de papier de cigarette. On appelait ça les samizdat, vous savez, et puis on se les passait en douce. On se les passait en douce. Donc, on a aujourd'hui, et ça c'est très net dans l'Internet, vous avez l'information officielle, et puis toute une série d'informations par en dessous, dont certaines ne sont pas très bonnes, mais dans d'autres qui sont très bonnes aussi. Mais il n'y a plus le travail qui était fait par les journalistes autrefois de sélection des bonnes informations. Alors vous dites ceci dans votre livre, c'est intéressant, vous dites pour chacune de ces crises qu'on a inventoriées, on retrouve exactement le même mode opératoire, écrivez-vous Charles Gave, une infime minorité prend toutes les décisions sans consultation aucune du peuple. Jamais. Souvent ces décisions nous sont imposées de l'extérieur, soit par les États-Unis, soit par Bruxelles, soit par les deux à la fois, et chaque fois nos dirigeants se couchent avec une rapidité qui met en lumière leur capacité à défendre leurs intérêts plutôt que ceux de notre pays. Et ça continue, mais juste ceci, vous dites, quand l'inévitable échec devient patent, on, entre guillemets, nous explique que le désastre ne vient pas de la politique suivie, mais du fait que les Français ne l'ont pas exécuté avec tout le zèle nécessaire. Ainsi, nous n'avons pas accepté les vaccins comme nous l'aurions dû. Nous continuons à rouler en voiture. Nous devons maintenant passer à une défense européenne sous le contrôle de l'OTAN, c'est-à-dire abandonner notre souveraineté militaire, etc. C'est quoi? C'est en fait, nous savons mieux que vous ce qui est bon pour vous. Absolument. Nous savons mieux que vous ce qui est pour vous. On va faire, vous savez, c'est la phrase comment je l'appelle, le fada de Davos, là, le Schwab. Klaus Schwab, qui dit, vous n'aurez rien, vous serez heureux. Donc, si vous voulez, c'est vraiment Aldous Huxley, si vous voulez être heureux, vous prenez une petite pilule rose et puis vous essayez d'emmerder le monde à vous plaindre, quoi. Donc, ils ne comprennent pas que la liberté, c'est littéralement l'opposition d'idées on sait très bien qu'on n'arrivera pas à la vérité parce qu'elle est inatteignable, mais on peut s'en rapprocher en discutant robustement entre gens de bonne compagnie. Et ce qu'ils ne veulent pas, c'est cette discussion. Parce qu'ils ont la solution avant le problème. Les Français ne doivent plus parler aux Français. Mais alors, du coup, on arrive à un truc extraordinaire, c'est que moi, on m'arrête dans la rue tout le temps, les gens me remercient, me touchent la main, me disent merci beaucoup et tout, parce que plus personne ne leur parle. Si vous voulez, De Gaulle parlait aux Français, Pompidou parlait aux Français, Giscard essayait de parler aux Français pour l'expliquer, etc. Mais aujourd'hui, il n'y a plus personne qui leur parle, il y a une espèce de langage vide, robotique, et ce langage vide, c'est celui qu'on destine aux Français. Et donc, les gens ont l'impression qu'on se fout d'eux. Ouais, et on va essayer de continuer à ne pas parler ce langage vide. Vous savez qu'on ne le fait pas ici. Non. Avec Charles Gave, tout de suite après cette petite pause. À tout de suite. Et vous...
Terredefrance.fr, le premier site d'articles français et patriotes, présente. Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Je n'aime pas la blanquette de veau. Je n'aime pas la blanquette de veau. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Alors je vous montre le livre de Charles Gave et le bandeau du... Alors le livre de Charles Gave, encore une fois, il faut le lire, vraiment il faut le lire absolument. Et le bandeau du livre de Charles Gave, où on voit Charles Gave avec un mouvement de la main, il fait ça, je dis c'est très bizarre ça. Il fait ça, pourquoi il s'est pris comme ça avec un mouvement de la main? Charles Gave, pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Parce que dans la photo originale qui a été prise par ma chère épouse, sur un bateau quelque part au nord du Canada, j'avais un cigare. Et maintenant, d'après la loi, si vous voulez, on ne peut plus montrer un cigare sur une photo, parce que imaginez que mon livre se vende à des millions d'exemplaires comme il devrait le faire. Oui. Avec ce bandeau, ça pourrait donner à tout un tas de gamins l'idée qu'avoir un cigare, c'est une bonne idée. Et donc, on enlève de ma photo le cigare. Donc, c'est une preuve, si vous voulez, que nous vivons dans un pays libre. C'est-à-dire, au fond, ce n'est plus fumer tu, c'est voir une image de cigare tu. C'est exactement ça. Et je tiens à dire ici que dans toutes les statistiques démographiques, les fumeurs de cigares vivent plus longtemps que les autres. Et je peux expliquer pourquoi rapidement. C'est parce qu'ils sont en général beaucoup plus fortunés et beaucoup mieux soignés. Mais enfin, c'est pas... au moins c'est dit ça, Charles. Non, je veux dire, qu'on me foute bien la paix. Si à 80 balais, si je peux pas fumer un cigare. Oui, franchement. Et vous l'avez mérité. Non, revenons au narratif et au récit. Parce que, encore une fois, c'est intéressant. On a vécu en 3 ans. Oui. Le sacré narratif, le Covid, et tout ce que ça a entraîné. Vous en parlez longuement. Vous avez fait des chroniques là-dessus. La guerre Russie-Ukraine. Oui. Qui continue, et qui continue, hélas, de plus belle, même si on parle plus du Proche-Orient, mais enfin, elle est là. Et puis, reparlons de ça, ce qui s'est passé avec l'électrique, EDF, le nucléaire, le réchauffement climatique, la crise énergétique, etc. Ça traduit quoi? Parce que cette espèce et ça, vous en parlez, cette espèce d'extraordinaire cohérence dans l'incohérence, je dirais. Eh bien, je crois que, si vous voulez, l'idée de base, quand même, qu'on le veuille ou non, c'est que ces gars-là pensent qu'il y a eux, les surhommes, et puis il y a nous, les crétins. Et que, dans le fond, s'il y avait moins de crétins, leur vie serait plus agréable. Ah oui. Donc, diminuons la population. Voilà. Mais ils sont tous malthusiens. Ouais. C'est-à-dire, il n'y en a pas assez pour tout le monde, on va tous mourir de froid, dans la neige, avec les pieds dans des sandales de corde, et puis enfin bref, voyez, c'est horrible. Donc, on va tous mourir. Ce qui, soit dit en passant, si vous avez des fils de 18, 20 ans, n'importe quoi, les stimule. L'idée qu'ils vont tous mourir de froid et de faim, c'est un machin qui donne du poil aux pattes à la jeunesse. D'encouragement. Bon. La réalité, c'est que c'est un tissu d'ânerie, mais que si vous voulez prendre le pouvoir en tant que superclasse et l'exercer sur la majorité de la population, il faut baser ça sur la contrainte. C'est une société de contraintes qu'il faut. Et donc, si vous organisez une guerre, une pénurie d'énergie, tout ce que vous voulez, à ce moment-là, le roi du monde, c'est celui qui distribue les tickets de rationnement. Ouais. Et leur but, c'est de créer une économie qui sera une économie de pénurie et où eux distribueront les tickets de rationnement parce que ce sont les chefs. Et donc, ils permettront... Et dans un ticket de rationnement, si vous voulez, le distributeur de tickets, c'est quand même le roi du monde. Dans une économie capitaliste et libérale qui fonctionne bien, il n'y a pas de roi du monde, c'est la concurrence, vous déposez... Donc, derrière ces gens-là, il y a une vision du monde, qui est par exemple celle d'Attali, sans vouloir dire du mal des gens, mais enfin, qui est celle de... Il y en aura pas assez pour tout le monde, il faut qu'on tue les gens quand ils sont vieux, parce qu'ils ne servent plus à rien. J'ai toujours déploré qu'il ne s'applique pas ce traitement à lui-même, d'ailleurs, parce qu'il disait il y a quelques années c'était 65 ans. Maintenant, il est à 70 ans et il continue à nous casser les pieds. Donc, mais s'il y a des gens trop sur la Terre, mais mon Dieu, il a la solution. Laissez-lui le droit de vivre, hein, quand même. Oui, mais il voulait me l'enlever à moi. Et je vous ferai paraître que partout dans l'Europe, on est en train de faire passer des législations pour l'euthanasie. Donc c'est pas innocent ce qu'il fait. Et puis le Rivotril dans les EHPAD, ça existe. Les Rivotril dans les EHPAD, ça existe. Donc cette classe-là a décidé que dans le fond, qui est un peu une classe mondiale d'ailleurs, elle a décidé que dans le fond,
le peuple sentait mauvais. Qu'il était embêtant, qu'il les empêchait, comme ça. Il servait à rien, quoi. Voilà, il servait à rien. Il servait à rien, c'est ce qu'on vous dit d'ailleurs dans l'intelligence artificielle. Une fois qu'on aura l'intelligence artificielle, on n'aura vraiment plus besoin de vous. Et donc, quand ils vont visiter l'Acropole, il y a plein de monde. Quand ils vont à Venise, ils ne trouvent pas un hôtel. Enfin, voilà, c'est assommant. Tous ces gens, c'est assommant. Ouais, donc, il y a une haine chez ces gens-là, profonde, des petites gens. Et le but... Pour ça que c'est ça le moteur de base. C'est ça le moteur de base. Parce qu'ils savent qu'en fait, entre la base du christianisme, si vous voulez, qui était la base de notre civilisation, c'est que Dieu ne sait compter que jusqu'à 1. C'est-à-dire, il n'y a pas de différence entre vous, Macron, on est tous complètement individuels et il n'y en a pas un qui est meilleur que l'autre, quoi. Donc c'est une espèce d'égalité dans l'œil de Dieu qui est incroyable. Eux, ils trouvent qu'ils sont beaucoup mieux que les autres. Donc c'est pour ça que je dis que c'est une position diabolique, c'est qu'ils pensent qu'ils sont meilleurs que les autres. Et dès que vous pensez ça, vous êtes dans une position diabolique. Mais c'est un peu Orwell, tous les animaux sont égaux, mais il y en a de plus égaux que d'autres. Voilà, il y a le cochon qui est beaucoup plus égaux que les autres, oui c'est ça exactement. Mais Orwell a tout prévu, hein. C'est incroyable quand vous relisez Orwell aujourd'hui, ce que j'ai fait récemment. Ouais, il devient un dieu, c'est bien vu. Hein. Étonnant. Et d'ailleurs, vous parlez de 48, c'est comme par hasard, on sortait de la guerre et surtout, ça. Oui. Mais Charles Gave, alors vous dites votre livre, c'est un livre de combat. En fait, vous battez pourquoi? Bon, vous venez d'avoir 80 ans, vous en parlez dans votre livre, donc vous battez pas pour votre avenir, même si je vous le souhaite, à 120 ans. Mais pourquoi vous battez? J'ai une très belle histoire là-dessus que j'adore. C'est une vieille dame juive qui arrive à New York en 34 ou 35, ayant fui d'Allemagne. Elle a 98 ans. Et les journalistes lui demandent « Pourquoi vous avez quitté votre pays à 98 ans ?» Et elle a cette réponse sublime que j'adore. Elle dit « Il n'y avait plus d'avenir pour moi dans ce pays. » Ah, c'est magnifique. Oui, c'est formidable. C'est formidable. Et c'est ça, si vous voulez, c'est quoi? On ne peut pas vivre dans une société comme la nôtre sans... Moi, j'ai 80 ans, ma vie est derrière moi. Mais il y a tous ces gars qui ont la vie devant eux. Vous devez leur expliquer ce que c'est que pour être heureux, il faut être libre. Et donc, quand vous discutez de ça, vous avez deux choses dont vous devez parler. D'abord, c'est les libertés pratiques. La liberté de culte, la liberté de réunion, la liberté, toutes les libertés. D'expression, etc. Ça, c'est absolument essentiel. Les libertés... Et ensuite, une fois que les libertés sont établies, vous devez réfléchir à ce que c'est la liberté, avec un grand L. Et c'est ce que j'essaye de faire dans le dernier chapitre. Et là, une fois de plus, vous retrouvez le christianisme et l'Église catholique. La liberté, pour Jean-Paul II, c'est le pouvoir et le vouloir de faire ce que l'on doit faire. C'est-à-dire que vous avez trois notions, le pouvoir, le vouloir et le devoir. Le devoir. Et ça implique la responsabilité. Et bien entendu, puisque vous le voulez, c'est vous qui êtes responsable. Donc... Et tout ça, si vous voulez, ça a été un corps de doctrine qui date de la Reine Jeanne, si j'ose dire, qui est très ancien dans l'Église, dans l'Europe, et qui nous a amené à tous les progrès qu'on a fait. Et c'est ce corps de doctrine qu'on veut détruire, qu'on est en train d'essayer de remplacer par une espèce de théocratie des savants. Des experts, etc. Etc. Et ça n'est pas ça l'essentiel, c'est-à-dire ce que j'essaye de dire, c'est... Le but dans la vie, c'est d'essayer de comprendre quel est le projet qu'on a pour vous. Le projet que, mettons, Dieu a pour vous. Chacun d'entre nous est complètement individuel. Donc et si vous le trouvez pas, vous êtes malheureux. C'est intéressant, d'ailleurs, on va en parler après cette petite pause. C'est Sartre disait, même si vous n'aimez pas beaucoup Sartre... Mais c'était un grand intellectuel. C'était un très grand intellectuel. Quand je lui demandais la définition de la liberté, il a beaucoup parlé de la liberté. Vous avez écrit 400 bouquins sur la liberté, mais en une phrase, comment pourriez-vous définir la liberté? Il dit, la liberté, c'est ce que vous faites de ce qu'on a fait de vous. Oui. Et c'est pas mal aussi, dans le genre. Mais c'est exactement ça, c'est-à-dire il faut que vous choisissiez vous-même ce que vous allez être. C'est ça la liberté, c'est de trouver en vous-même les ressources pour être unique et un projet. Et c'est un devoir premier, ça. Enfin, il faut le faire. Sinon, vous serez malheureux. Ouais. Vous serez malheureux toute votre vie. La seule condition du bonheur, c'est de faire ce pourquoi vous avez été fait. On en parle, on continue notre entretien avec Charles Gave, bien sûr. À tout de suite. Avec Charles Gave et avec vous au 0826 300 300. On prendra toutes vos questions. À tout de suite. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Appelez maintenant pour réagir 0826 300 300. Terredefrance.fr, le premier site d'articles français et patriotes, présente. Ici Sud
Radio. Les Français parlent au français. Les carottes sont cuites. Les carottes sont cuites. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Avec Charles Gave, on poursuit cette exploration zoologique des travers de princes qui nous ont gouvernés, qui nous gouvernent, et peut-être, hélas, qui nous gouverneront encore. Mais Charles Gave, vous parlez dans votre livre quand même, et ça est-ce que c'est pas un peu excessif, vous parlez de la destruction de l'économie française, voire d'une certaine vision de la démocratie française. Vous allez très loin là. Oui, parce que quand vous réfléchissez et que vous dites, si vous avez une espèce de pouvoir qui a une vocation totalitaire à s'installer, qui veulent être les seuls à prendre les décisions, etc., la première des choses qu'ils doivent faire, c'est qu'en face d'eux, ils peuvent avoir des groupes constitués. Une entreprise, un syndicat, un club de foot, dans lequel les gens se retrouvent, et se retrouvant, créent un danger pour le pouvoir. Donc le but des syndicats, de tous ces pouvoirs qui s'établissent là-haut, comme ça, c'est d'arriver dans un monde où ils n'auront plus en face d'eux que des individus qui n'ont aucune solidarité avec qui que ce soit. Donc si vous voulez arriver à ça... atomisés, quoi. Complètement atomisés. Il faut qu'il y ait un pouvoir absolument dominant et que des tout petits atomes en face. Et donc pour arriver à ça, la solution, la première... c'est de détruire l'économie, détruire l'école, détruire tous ces trucs-là, ce qu'ils ont fait avec beaucoup de talent. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait concrètement? Donnez-moi des exemples de destruction de l'économie. Je sais pas. L'industrie, c'est quoi? Regardez l'industrie, par exemple, regardez simplement ce qui a été vendu à l'étranger. Mais la chose la plus simple, c'est simplement de regarder les coûts. À force de coller des impôts sur les sociétés industrielles françaises, etc., aujourd'hui, la marge brute d'autofinancement, c'est grosso modo ce qui reste dans la tirelire une fois qu'on a tout payé pour les entreprises. En France, c'est à peu près à 40% de ce qu'elle est en Allemagne, ou ce qu'elle est à 50% de ce qu'elle est en Suisse. Donc, ils ont tellement taxé les entreprises que maintenant, toutes les usines, si vous êtes un entrepreneur et que vous voulez faire une usine en France, vous allez la faire en Allemagne ou en Suisse, parce que c'est beaucoup moins cher. Donc, vous détruisez toutes les grandes entreprises. Toutes les petites, surtout. Et donc, ça, c'est la première des choses. Mais regardez dans l'enseignement, par exemple, si 95% des gens doivent avoir leur bac, ça veut dire que, comme il doit y avoir dans une classe sociale à peu près 30 à 40% des gens qui doivent avoir leur bac, le reste, ils devraient heureusement faire autre chose. Mais qu'est-ce qui se passe? À ce moment-là, vous avez créé de la fausse monnaie. Vous avez créé 60% de gars et qui vont faire des licences de psychologie et de sociologie et finir par travailler chez McDonald's. Et ça fait des malheureux partout. Et les malheureux, c'est le pain dont se nourrissent ces gars-là. Parce qu'ils vont leur filer des subventions. Bien sûr. Donc, l'un des très grandes idées d'Orban, quand il a pris le pouvoir en Hongrie. En Hongrie, oui, Viktor Orban. Oui. Viktor Orban, c'est qu'il a dit, la paye des gens, leur salaire, doit dépendre de leur travail et non pas de subventions. C'est la première des réformes. Parce que dès qu'ils dépendent de leur travail, ils se retrouvent dans une atmosphère où ils travaillent avec d'autres, et où ils peuvent créer des contre-pouvoirs. Mais si vous avez des subventions, dès que vous commencez à élever la main en gueulant, on vous supprime la subvention, et vous n'avez personne qui va venir à votre secours. Donc la subvention est l'arme de la tyrannie. Et ils ont regardé simplement. Aujourd'hui, il y a 73 milliards de fraude de la Sécu. D'après Charles Pratt, moi j'en sais rien, je n'ai pas fait les calculs, mais Charles Pratt dit 50 milliards et d'autres 73, effectivement. Il y a, je ne sais pas combien, il y a 60. En tout cas, il y a des milliards. Il y a des milliards, et ce ne sont que des subventions, que des transferts. Donc, ce que je dis depuis des années, c'est qu'il faudrait faire un audit des dépenses de l'État pour savoir où passe notre pognon. Mais je sais déjà qu'il passe des gens qui travaillent à des subventions. C'est une façon d'esclavagiser les gens. Le travail rend libre. C'était, je rappelle, l'enseigne d'Auschwitz. Oui, c'était l'enseigne d'Auschwitz. C'était moyen. C'est vrai que le travail rend libre. Oui. Le travail rend libre, c'est vrai, mais c'est terrible parce que quand on passe à cette connotation... Où Richelieu le disait de façon plus gentille, il disait le travail, c'est ce qui empêche l'oisiveté, ça permet la hausse du niveau de vie et ça évite d'être un criminel. Et alors Charles Gave, pourquoi il y a eu cette vente à la découpe des bijoux de famille, enfin d'un certain nombre de c'est que ces gens-là ont des gros besoins. Mais quel gros besoin? Je sais pas, mais j'ai quelques-uns de mes amis qui ont travaillé là-dedans. Ils étaient dans une des grandes filiales françaises, d'une grande société qui a été vendue à une grande société espagnole ou je sais pas quoi, qui était
dans le secteur public, hein, la société, la première qualification. La française, c'était dans le secteur public. Et le grand dirigeant n'a amené aucune création de valeur, parce que c'était un bon énarque, inspecteur des finances, j'imagine qu'il avait une salle à manger, mais à part ça, il n'a pas. Et je crois que quand il est parti, il a eu des stock options de 250 millions d'euros. Donc, si vous voulez, encore une fois, regardez la plupart des ventes qui ont eu lieu en France. Ça a été une très mauvaise affaire pour les employés, les ouvriers qui travaillaient là, qui ont tout perdu. Mais pour les 2 ou 3 grands patrons... C'est très bien. Et en général, ils partaient rapidement vivre à Londres ou vivre à Bruxelles parce qu'ils avaient trop d'argent pour vivre en France. On a de la peine pour eux. Mais c'est le but, encore une fois, si vous voulez, c'est que si ces espèces de très grands groupes qui étaient des succès mondiaux français, c'était aussi des contre-pouvoirs. Oui. Par rapport à l'État, parce que ils pouvaient gueuler, etc. Et à ce moment-là, ils pouvaient s'appuyer sur la force de leur société, en quelque sorte, pour... à partir du moment où il n'y a plus ces contre-pouvoirs, l'État, c'est une atomisation de plus. Donc, l'étape suivante, ça devrait être de détruire nos grandes écoles, comme ils ont détruit les universités, pour être certain de ne pas avoir un gars de qualité, quoi. Il y a quelque chose qui me surprend beaucoup, c'est que j'ai des petits-enfants qui sont ici ou là dans le monde, et aujourd'hui, dans le temps, quand j'avais leur âge, tout le monde partait étudier aux États-Unis. Ouais. Aujourd'hui, tout le monde part étudier en Angleterre ou en Italie. Ce qui est rigolo. Ah oui, ils vont plus aux États-Unis, ils sont en Europe. Ils sont en Europe, ou en Espagne, en Angleterre, en Italie. Mais pas un ne veut aller en France. Hein. Ouais. Et je trouve ça curieux parce que ça prouve bien que les gens qui ont su garder leur système éducatif de qualité, les gens préfèrent aller en Europe que d'aller aux États-Unis. Aux États-Unis, oui. Mais aujourd'hui, ce que ça veut dire, c'est qu'on n'a plus d'enseignement de qualité en France. Donc, en fait, vous dites juste quelque chose. Est-ce qu'il y a, alors, il y a effectivement les stock options, les 250 millions d'euros, c'est vrai que c'est intéressant, mais juste toutes ces décisions qui ont été prises sur le Covid, qui ont été prises sur les ventes, qui ont été prises toujours pour nous atomiser. Tout pour nous atomiser. Pour qu'on soit seul face à eux. C'est ça. C'est toujours le but, parce que seul face à eux, on n'a pas une chance. C'est pas de l'aveuglement, c'est pas de l'incompétence, c'est presque dirigé pour vous. Enfin, c'est la condition. C'est intentionnel. C'est intentionnel pour être certain qu'il n'y aura pas de contre-pouvoir. Autrefois, quels étaient les contre-pouvoirs en France? Ça aurait pu être l'Église. L'Église. Ouais. À certains moments dans l'histoire de France, ça a été l'aristocratie, la Fronde, etc. Donc le pouvoir central en France a toujours perçu les corps intermédiaires comme quelque chose qui empêchait le roi de parler à son bon peuple, si j'ose dire. Donc il fallait les supprimer vite fait, quoi. Et c'est le cas aujourd'hui. Et c'est le cas, c'est la maladie mortelle de la France. Et c'est pour ça que McKinsey fait le courtisan et double les fonctionnaires. Il double les fonctionnaires, parce que les fonctionnaires, parfois, j'en ai eu dans ma famille, il y en avait quelques-uns qui, dans le temps, donnaient leur démission quand on leur demandait quelque chose de pas convenable. Pas convenable, oui. Tandis que là, il y en a peut-être encore, mais si vous leur demandez rien, et si vous le faites faire par McKinsey, McKinsey, plus facile. Il va pas démissionner, lui. Ouais, il va écrire ce que le pouvoir veut, me semble-t-il. En principe, c'est le client qui est roi. Donc si vous dites, je veux que vous disiez ça, qu'il faut par exemple mettre plus de contrôle dans les hôpitaux pour qu'ils marchent mieux, tout le monde sait qu'il y a une connerie, mais ça fait rien. McKinsey vous aura un très beau rapport pour expliquer que le contrôle des opinions, ça marche très bien, le contrôle. On va peut-être accueillir des auditeurs, je sais qu'il y en a. Oui, ça appelle, on a Sébastien qui nous appelle depuis Narbonne. Bonjour Sébastien. Bonjour Sébastien. Bonjour à vous. Bonjour à votre invité Charles, monsieur Gave. Juste, je voulais revenir, en fait, il rejoint tout à fait. Moi, j'ai regardé l'interrogation de monsieur de Montebourg par la commission des finances, et donc oui, Arnaud de Montebourg. Et donc il expliquait cette désindustrialisation et cette capacité au gouvernement français à vendre toutes nos richesses. Moi, ce qui m'inquiète, c'est qu'en fait, on a commencé ça il y a 40 ans, et que donc tout notre savoir est perdu, quoi. C'est-à-dire que moi, je suis viticulteur, et tout notre savoir est perdu. C'est-à-dire qu'il y a tous les jeunes ne connaissent plus ça, donc quand on va réindustrialiser, comment on va faire? On va faire venir les mecs qui savent de l'étranger. Comment ça va se passer? Parce que moi, je suis très inquiet avec ça. J'ai 3 garçons et je suis très inquiet. Charles. Je vais vous répondre de façon mesurée, parce que je regarde l'économie française, et vous regardez quelque chose qui m'intéresse beaucoup pour des raisons historiques et pratiques. Je regarde beaucoup la Bourse de Paris. Et vous regardez la Bourse de Paris, vous avez au moins 10
très grandes affaires industrielles de renommée mondiale. Air Liquide, Schneider, vous en avez au moins 10, hein. Legrand, bref, il y en a. Et ce sont des sociétés qui sont prodigieusement efficaces et qui ont des performances en bourse remarquables. Mais vous remarquerez que pas une de ces sociétés n'a des usines en France. Pas une. Ou très peu. Enfin, elles en ont comme ça pour faire. Elles ont leur siège social en France, et puis c'est tout. Donc, ce qui se passe, c'est que tout le monde industriel français, il a gardé sa capacité, mais il n'opère plus en France. Par exemple, le patron de Schneider, et qui s'appelait Tricoire, je crois, il y a quelques années, il était à Hong Kong. Il a failli louer ma maison à Hong Kong à l'époque. Et pourquoi il était à Hong Kong ? Parce que 65% du chiffre d'affaires de Schneider se faisait en Chine. En Chine, absolument. Donc il disait, mais qu'est-ce que je fous à Paris ? Il faut que je sois à Hong Kong, je vais aller bosser là-bas. Il a eu plein d'emmerdements avec l'office français, parce qu'on lui a dit, vous n'avez pas le droit, vous êtes patron d'une société française, vous devez payer les impôts en France. Il a dit, pas du tout, je suis à Hong Kong, je paye les impôts à Hong Kong. Bref, il a eu une grosse bagarre. Mais ce que je veux dire par là, c'est que vous avez en Schneider, Air Liquide, des compétences industrielles gigantesques. Mais qui ne sont plus là. Mais qui ont décidé, une fois pour toutes, en raison de l'absence de sécurité juridique en France sur le droit de propriété, d'avoir leurs usines dans des endroits où on respecte leur droit de propriété. Mais si, par un miracle extraordinaire, la France découvrait l'intérêt du droit de propriété et qu'il faut respecter le droit de propriété, à ce moment-là, ces gars-là établiraient des usines en France demain matin. Donc, encore une fois, c'est pas l'Angleterre qui a perdu tout son capital industriel. Nous, on l'a gardé, mais on l'a gardé, il est plus chez nous. Ouais. Sébastien, vous voulez ajouter quelque chose ? Oui, alors moi je suis complètement d'accord avec ça, sauf que comment on fait pour les PME, TPE et qui font vivre la France, parce que quand même l'artisanat c'est quand même le premier employeur national. Il a raison. Et comment on fait le vrai problème, si vous voulez, c'est que 90% des emplois en France sont créés par des entreprises de moins de 10 personnes. Mais pour qu'elles vivent, il faut qu'il y ait des grandes entreprises qui travaillent avec elles, qui les poussent, qui les tirent, qui les orientent, etc. Donc c'est vrai que ces gars-là peuvent rétablir des industries rapidement en France, mais qui n'auront pas la deuxième couche juste en dessous, qui est celle dont on aurait besoin pour que ça démarre vraiment très vite et très fort. Donc vous avez parfaitement raison. Encore une fois, c'est une façon... Ce qu'espèrent ces espèces de salopards qui nous gouvernent, si je peux me permettre, ce qu'espèrent, c'est que s'ils ont des grands groupes du style Schneider ou Legrand avec qui discuter, et qu'il n'y a pas la masse des petits gars en dessous. Ben oui, qui compte. C'est ce qui compte. Comme ça, ils pourront créer des espèces de systèmes monopolistiques qui se mettront en accord avec l'État. Vous aurez des grandes sociétés et l'État qui se débrouilleront pour écraser les petites gens. Ouais, mais c'est affreux. C'est délirant, ouais. Mais dans le monde agricole, c'est exactement ça. C'est-à-dire que maintenant, on ne vit plus que par des perfusions d'Europe et on ne vit plus de notre travail. Donc voilà. Et ça, mais c'est un scandale. C'est monstrueux, si vous voulez. Que quelqu'un, par exemple, j'imagine que si vous faites le métier de producteur agricole, du vin, etc. dans la région, c'est que vous aimez ce métier et vous faites des bons produits, parce que sinon vous y seriez pas. Mais ce qu'il y a d'effrayant, c'est qu'aujourd'hui, des gens qui font du bon boulot, du bon métier, du bon vin, ils réussissent pas à vivre. Parce que les charges sont tellement invraisemblables qu'ils réussissent pas à vivre. Et donc, on vit dans un monde de fous. Ouais. On va reparler avec nos auditeurs. Merci Sébastien d'avoir été avec nous. On marque une courte pause et on aura Pierre qui nous appelle. À tout de suite sur Sud Radio. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Terredefrance.fr, le premier site d'articles français et patriotes, présente. Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Je n'aime pas la blanquette de veau. Je n'aime pas la blanquette de veau. Sud Radio Berkov dans tous ses états. 13h47 sur Sud Radio, nous sommes ensemble jusqu'à 14h. On est toujours avec Charles Gave et on accueille Pierre qui nous appelle depuis l'Ain. Bonjour Pierre. Oui, bonjour Pierre. Bonjour. Bonjour André. Bonjour Monsieur Gave. J'espère que vous allez bien. Oui, je me plains pas. Compte tenu de l'âge, ça pourrait être pire, quoi. Bon. Tout va bien, Pierre. Ouais. Je peux vous dire, cher Charles, que ça fait longtemps que je n'attendais pas le Père Noël avec autant d'impatience, puisque j'ai commandé votre livre. Donc il va falloir que je patiente un peu pour vous lire. Voilà. Mais ça me fait plaisir, parce que, encore une fois, c'est pour vous que je l'ai écrit. Vous savez, c'est que j'arrive à un moment où j'essaye de faire les bilans, et là, je me suis dit, il faut que j'écrive pour que les Français sachent la réalité, quoi. Donc c'est un peu, je dis pas une bouteille à la mer, mais presque.
Alors Pierre, dites-moi, on vous écoute. C'est très bien, je rebondis sur ça parce que je peux vous dire que du complotiste que j'étais, on commence à me poser des questions sur l'économie et la géopolitique dans les entreprises où je travaille, où j'interviens. Ça me fait grand plaisir et j'ai souvent l'occasion de leur dire cette petite anecdote. Les mêmes qui ont détruit la France sont en train de relancer la France avec le programme Étincelle. Je dis aux chefs d'entreprise, vous êtes juste victimes du syndrome de Stockholm. Encore faut-il qu'ils le comprennent et qu'ils aient les oreilles assez grandes ouvertes. Donc, on a écouté les hommes politique, malheureusement, on est dans un système où on attend tous l'homme ou la femme providentielle. Moi, je suis très positif. Je pense qu'on va se gaufrer, se casser la gueule pour rebondir, parce qu'il faut toucher le fond pour rebondir. Mais quand on entend M. Zemmour, quand on entend Marine Le Pen, quand on entend tous ces mondialistes, tout le monde veut rester dans l'UE, c'est quand même assez dramatique que l'on dise que quelqu'un comme Zemmour est une élite, c'est quelqu'un qui connaît bien la France, qui est une pointure et qui va nous sauver. Quand on voit que ces gens-là ne sont pas capables de comprendre que la France ne gouverne plus, mais c'est l'UE et les mondialistes qui nous gouvernent, c'est juste assez effrayant. Donc quand on a dit ça, eh ben moi la question, Charles, c'est une fois qu'on s'est cassé la gueule, qu'on est au fond du trou et qu'on doit remonter, qui pour nous relever? Alors j'ai mes petites idées, hein, ça se dirige bien entendu vers des hommes politiques ou des femmes politiques qui sont pour le Frexit, mais je voulais avoir votre avis sur la question. Alors je crois, oui, c'est le Frexit, oui, le Frexit, mon Europe, etc. Et comment on va s'en sortir? La dernière page de mon livre, que vous lirez d'ici quelques temps, j'espère, parce que les livraisons sont lentes en raison de son succès, mais enfin ça, je vais pas me plaindre. Mais je voudrais vous dire, c'est que je ne crois pas à la solution de l'homme providentiel, je ne crois pas à la solution collective. Il faut que chacun des Français redevienne ce que les Français étaient autrefois, vertueux. C'est-à-dire que la base d'une vraie démocratie, c'est la vertu individuelle, et qu'on se mette à réfléchir à ce dont... Mais ça veut dire quoi, vertueux, en l'occurrence? C'est-à-dire de réfléchir au bien commun, prendre des décisions, non pas en fonction de savoir si on va vous augmenter le SMIC de 2,5%, 2,7% le mois prochain, mais voter en fonction de ce qui est bon pour la France. Et ce qui est bon pour la France, c'est qu'on retourne à la responsabilité individuelle. Et pour retourner à la responsabilité individuelle, il faut donner au peuple français le référendum d'initiative populaire pour qu'on soit gouverné par le souverain, c'est-à-dire par le peuple, et non pas par ces corneaux qui pensent qu'à nous piller. Donc moi, ce que j'essaie de dire, c'est si la Suisse est le pays le plus riche du monde, pas d'inflation, pas de déficit extérieur, enfin je peux vous dire, pas de chômage, tout ce que vous voulez, la monnaie la plus forte du monde, et vous pouvez me donner le nom d'un politicien suisse ? Personne ne peut. Oui, mais parce que toutes les banques, tout l'argent s'est réfugié en Suisse depuis des lustres, Charles. Non, parce qu'ils ont des excédents des comptes courants absolument monstrueux. Donc, aussi curieux que paraisse, quand vous avez un excédent des comptes courants, c'est-à-dire que vous vendez plus à l'extérieur que vous achetez, si vous voulez, ce qui se passe, c'est que vous allez avoir des capitaux qui arrivent pour faire la différence. Pour faire la différence. Donc, les Suisses, aujourd'hui, si vous voulez, je vous donne un chiffre parce que je trouve ça intéressant, mais au moment de Gaulle, le poids de l'État dans le PIB suisse, c'était 30% du PIB, et nous, on était à 30%. Aujourd'hui, nous, on est à 60%, et la Suisse est à combien ? 30. Toujours 30. Et nous, le poids de l'État dans un PIB, c'est 60% aujourd'hui. 60% de ce que produit la France est préempté par l'État. Donc, la réalité, c'est qu'il faut qu'il y ait une double manœuvre qui se passe en France, c'est qu'on cesse toutes ces subventions, tout cet État de gaspillage et de corruption, c'est-à-dire que l'État, si j'ose dire, hors des missions étatiques, se restreigne, oui, et qu'on retrouve l'État... Dégraisser le mammouth, mais que l'État régalien doit reprendre ses fonctions avec une vigueur considérable. Donc on a un double mouvement, et ça peut se faire que si le peuple le demande. En Suisse, ils ont un État petit, parce que les citoyens suisses, il y en a un qui commence à faire l'imbécile, ils préviennent des autorités qu'il y en a un qui fait l'imbécile. C'est-à-dire que les Suisses sont des citoyens, nous sommes des sujets. Donc il faut que chaque Français accepte de se transformer de sujet à citoyen. C'est-à-dire qu'il prenne sa responsabilité. Par exemple, il n'y a pas assez de gens qui se présentent aux élections cantonales, pas assez de gens qui se présentent aux élections municipales, pas assez de gens... Parce que vous vous dites ça sert à rien. Et c'est vrai. Mais, oui, mais alors si vous dites ça sert à rien, c'est vrai, les gens... Mais la seule façon, c'est que si on a suffisamment qui se présentent, on pourra déloger le PR, les anciens socialistes, les caciques, etc. Mais il faut que le citoyen reprenne la main. Et ça reprendra par chaque citoyen redevenant vertueux. C'est curieux, hein ? Ça se passera au niveau individuel. Ça commence à la base, ça commence avec chacun d'entre nous. Ça commence avec chacun d'entre nous de s'astreindre à faire ce qu'il doit faire, encore une fois. Ça me paraît... Merci Pierre pour votre appel. On accueille Frédéric qui nous appelle. Bonjour Frédéric de Nice. Oui, bonjour Frédéric. Oui,
Oui, bonjour Monsieur Berkoff, bonjour Monsieur Gave. Bon, c'était un petit peu le même genre de question que je voulais poser, à ça près que j'aimerais que les citoyens prennent conscience de la situation, mais est-ce que le travail de SAP, de l'école, de la conscience collective n'a pas déjà été trop fait pour qu'individuellement on ne puisse pas avoir cette prise de conscience en fait? Parce que on va dire qu'il y a quelques centaines d'années, il y a eu un peu le siècle des Lumières, il y a eu quand même des élites qui ont montré le chemin. Oui. Aujourd'hui, on a l'impression que nos élites, elles font le contraire de montrer le chemin. C'est tout à fait exact, mais encore une fois, si le peuple reprend le pouvoir... Alors, je vais vous donner mon expérience personnelle qui m'a beaucoup troublé, hein, mais je vous la donne telle quelle. Les gens m'arrêtent dans la rue souvent pour me remercier, pour me dire, vous expliquer, comme ça, parce que je fais pas mal d'émissions sur YouTube et les gens ont l'air de bien aimer. Eh bien, 2 fois sur 3, ce sont des gens issus de l'immigration qui m'arrêtent. Et je me dis, ça veut dire qu'il doit y avoir les 3/4 des gens issus de l'immigration qui voient bien qu'on leur foute bien la paix, être des bons Français, envoyer leurs enfants à l'école, etc. Et puis il y en a un quart qui emmerde tout le monde, et on ne parle que de ce quart-là, et c'est là où va toutes les émotions, et là où va toute l'attention du public. Donc il me semble que... Je suis pas du tout sûr de ce que je dis, parce que ça me trouble beaucoup ce que je vous dis là. Ouais, mais je dis, la solution, je pense pas que ce soit... La France, c'est un désir pour moi. Non, parce qu'il n'y a pas que l'immigration. Enfin, il y a cette passivité aujourd'hui, enseignée, inculquée, etc. Le wokisme et tout ça, on va pas partir là-dessus. Si les gens viennent me voir, il y en a aussi des tas d'autres qui sont des, si j'ose dire, des Français à part entière, de souche, ou comment vous les appelez, j'en sais rien. Mais il y a un désir immense des gens, 1, pour qu'on leur parle, et 2, pour qu'on leur explique. Et je le sens dans mes émissions, je le sens avec les gens qui me parlent, et je me dis, ça veut dire qu'ils sont pas... On leur a bourré le mou pendant 25 ou 30 ans, mais c'est pas pour ça qu'ils sont devenus crétins. Tout à fait. Ce qu'il faut, c'est leur donner les moyens intellectuels d'analyser la situation. Si vous voulez, par exemple, il y a quelques jours, je leur rappelais ce qu'étaient les Grecs, vous savez, le logos, le pathos. Oui. Et j'ai expliqué comment mener une discussion dans les conditions de la discussion grecque. Et les gens étaient très contents, parce que personne ne leur avait appris de faire la différence entre le pathos, le logos ou l'éthos. On leur dit les choses, effectivement. On leur dit ce qu'ils doivent penser. Voilà. On leur donne pas les moyens de penser par eux-mêmes. Voilà. Vous savez, je vous donne du poisson, mais je vous apprends pas à pêcher. Voilà. C'est affreux. Eh bien, vive la vérité qui vous rendra libre, effectivement. Hein. Et lisez-le, vraiment. Ouais, l'histoire des 40 dernières années, revue et corrigée par Charles Gave, c'est aux éditions Idées en Liberté. On va se retrouver demain, André Berkoff, de midi à 14h. On recevra Jean-Louis Zambert pour le face-à-face. Et tout de suite, vous avez rendez-vous avec Brigitte Lay sur Sud Radio. Bon après-midi. Sud Radio Berkoff dans tous ses états, midi 14h. André Berkoff. Avec terredefrance.fr, le premier site d'articles français et patriotes.